Maman, ma femme, les enfants et la belle-mère vont venir s'installer ici. Ils sont trop à l'étroit dans l'appartement. Inutile de protester. On a déjà tout décidé sans discussion. Éliseo est entré chez moi ce mardi-là comme il le faisait toujours, sans sonner, comme s'il était le propriétaire. J'étais en train de préparer le café quand il m'a lâché cette déclaration, qui m'est tombée dessus comme un seau d'eau froide. J'ai 70 ans, dont 40 à travailler comme employé de maison pour pouvoir acheter cette maison. Et maintenant mon propre fils vient me dire que d'autres vont venir y vivre sans me demander mon avis. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que pendant qu'il me parlait avec cette arrogance, moi, je calculais déjà, je réfléchissais déjà. Cette fois, Rosa Gomez n'allait pas rester silencieuse à accepter ce qui arrange tout le monde sauf moi. Je suis restée là, debout, la cafetière à la main, le regardant marcher dans mon salon comme s'il était chez lui, comme si toutes ces années à nettoyer les maisons des autres pour avoir la mienne ne comptaient pour rien, comme si mon opinion n'était qu'un détail sans importance dans une décision qu'il avait déjà prise sans me consulter. Tu m'as entendu, maman? Martina est déjà en train de faire les cartons, les enfants, Leandro et Cecilia, sont contents parce qu'ils vont avoir plus de place pour jouer. Et Ottilia ne peut plus rester seule, elle est trop âgée, on ne peut pas payer une aide-soignante. Ici, il y a de la place, et toi tu vis toute seule. Ottilia. La belle-mère de ma belle-fille. Une femme que je connais à peine, mais qui allait maintenant vivre dans ma maison, dans mon refuge, dans l'endroit où j'avais enfin trouvé la paix après être devenue veuve, après avoir élevé 5 enfants, après toute une vie à donner et donner sans rien recevoir en retour. Une inconnue allait occuper ma chambre d'amis, cet espace que j'avais eu tant de mal à meubler avec mes propres économies. Éliseo, lui ai-je dit en gardant la voix calme, même si à l'intérieur quelque chose était en train de se briser, c'est ma maison. C'est moi qui l'ai achetée, c'est moi qui la paie. Il a ri. Il a ri de moi comme si j'avais dit une blague, comme si une femme de mon âge n'avait pas le droit de donner son avis sur sa propre vie. Ce rire m'a blessé plus que n'importe quel cri, plus que n'importe quelle insulte. C'était un rire de mépris, de supériorité, de quelqu'un qui pense pouvoir décider pour les autres sans conséquence. Oh maman, ne sois pas dramatique. C'est temporaire, le temps qu'on trouve quelque chose de plus grand. En plus, ça va te faire du bien d'avoir de la compagnie. À ton âge, tu ne devrais pas vivre seul. Et si jamais il t'arrivait quelque chose et que personne ne s'en rende compte? À mon âge. Voilà encore cette phrase que mes enfants utilisaient pour me manipuler, comme si avoir 70 ans m'avait rendu incapable, comme si mon expérience de vie ne valait rien face aux décisions précipitées d'un homme de 40 ans qui n'arrivait même pas à loger dignement sa propre famille. Comme si je n'avais pas prouvé, en cette décennie, que je savais très bien m'en sortir toute seule. La vérité, c'est que je vivais mieux seule que quand j'étais mariée. Je pouvais regarder mes programmes préférés sans que personne ne change de chaîne, je pouvais cuisiner ce qui me plaisait, inviter mes amis quand je le voulais. J'avais appris à utiliser le portable, j'avais mon groupe WhatsApp avec les dames du quartier, j'allais marcher tous les matins au parc. Je n'avais pas besoin que quelqu'un s'occupe de moi. Quand comptes-tu les faire venir? Ai-je demandé. Et il n'a même pas remarqué le ton différent de ma voix, il n'a pas vu que je n'étais plus la même femme soumise d'avant. Ce samedi. Martina à tout près. Les enfants vont utiliser ta chambre de couture, tu verras, ça va te faire plaisir de les avoir près de toi. Ottilia reste dans la chambre d'amis, et nous, pour l'instant, on dormira dans le salon, le temps de s'organiser mieux. Pour l'instant. Quel mensonge évident. Je connaissais assez Martina pour savoir qu'une fois qu'elle mettrait un pied ici, elle ne repartirait jamais. Je connaissais assez Éliseo pour savoir que ces solutions temporaires se transformaient toujours en charges permanentes que je devais supporter en silence. J'avais vu comment il avait fait pareil avec sa sœur aînée, qui avait eu besoin d'un endroit où rester quelques jours, et avait fini par y habiter 2 ans. Ma chambre de couture. Cet espace que j'avais transformé en mon sanctuaire personnel, où j'avais ma machine à coudre, mes tissus, mes projets, où je me réfugiais quand j'avais besoin de paix, allait maintenant devenir la chambre de 2 enfants qui n'y étaient pour rien, mais qui allaient détruire ma tranquillité. Pendant qu'il continuait à m'expliquer comment il allait réorganiser ma maison, comment ils allaient répartir mes espaces, comment moi j'allais devoir m'adapter à leur nouvelle normalité, j'ai senti que quelque chose. Au fond de moi, ce n'était pas de la colère, ce n'était pas de la tristesse, c'était quelque chose de plus puissant, une détermination, une force que je n'avais pas ressentie depuis des années et que je pensais avoir perdue avec l'âge. Elle avait été la mère qui disait toujours oui, celle qui se sacrifiait pour tout le monde, celle qui faisait passer les besoins des autres avant les siens, celle qui faisait des heures supplémentaires pour que ses enfants puissent aller à l'école, celle qui n'avait pas acheté de vêtements pendant des années pour économiser et acheter cette maison. Mais à 70 ans, dans ma propre maison avec mes propres règles, je n'allais plus être cette femme. C'est bon, Éliseo,
ai-je finalement dit, et j'ai vu comment il se détendait en pensant avoir gagné. Apporte-les samedi. Il a souri de satisfaction, m'a embrassé sur le front comme si j'étais une bonne fille qui avait obéi, et est parti, laissant une trace de cette eau de Cologne bon marché qu'il utilisait toujours. Il est parti en pensant avoir résolu ses problèmes à mes dépens, comme il l'avait toujours fait. Il est parti en croyant que sa mère était la même femme que toujours, celle qui ne se plaignait jamais, celle qui trouvait toujours un moyen d'arranger les choses. Mais il ignorait que Rosa Gomez avait déjà d'autres projets. Il ignorait que, pendant qu'il célébrait sa victoire, je préparais déjà ma stratégie. Il ignorait que cette fois, pour la première fois en 70 ans, j'allais jouer selon mes propres règles. J'ignorais qu'il avait réveillé en moi quelque chose qui dormait depuis trop longtemps. J'ai pris mon portable et j'ai composé le numéro de Séverina, mon amie du groupe de marche. J'avais besoin de parler à quelqu'un qui me comprenne, qui sache ce que signifie se battre pour son espace après avoir tant donné pour les autres. Séverina, je m'appelle Rosa. Peux-tu venir demain matin tôt? J'ai quelque chose de très important à te dire. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi, je suis restée éveillée en pensant à chaque détail, à chaque mouvement que je devais faire. Éliseo pensait qu'il me connaissait, qu'il savait exactement comment j'allais réagir. Je pensais que j'étais la même femme soumise que toujours, celle qui acceptait tout sans protester. Mais elle allait avoir la surprise de sa vie cette fois. Rosa Gomez allait me montrer de quoi elle était faite. Le lendemain, je me suis réveillée à 5h30 du matin comme tous les jours depuis que je suis à la retraite. Contrairement à ce que pense Éliseo, ma vie n'est ni ennuyeuse ni vide. J'ai une routine que j'aime qui me donne la paix, qui se construit pour moi après des décennies à vivre pour les autres. D'abord, je vérifie mon téléphone portable. J'ai des messages dans le groupe WhatsApp Amis du quartier où Séverina, Tania et d'autres dames nous partageons de bonnes recettes du matin et des potins du quartier. J'ai aussi des notifications Facebook où je vois des photos de mes petits enfants qui vivent loin, ceux qui m'apprécient et m'envoient des vidéos me disant qu'ils m'aiment. Je me suis levée. J'ai pris une douche et j'ai mis mon pantalon rose, celui que j'ai acheté le mois dernier quand je suis allée faire du shopping avec Séverina. Je me suis maquillée un peu, comme ma petite fille me l'a appris par appel vidéo. J'aime être belle et me sentir bien dans ma peau. À 70 ans, j'ai appris que prendre soin de moi n'est pas de la vanité, mais du respect de soi. J'ai préparé mon petit déjeuner, des flocons d'avoine aux fruits, du café noir et ma vitamine pour mes os. J'ai mis ma musique préférée, ces chansons de Marco Antonio Soli qui me rappellent ma jeunesse. J'ai mangé tranquillement à ma table, en regardant par la fenêtre le petit jardin que j'ai dans la cour. Ce n'est pas grand-chose, mais il est à moi. À 7h, Séverina est arrivée en sonnant. Elle respecte ma maison, contrairement à d'autres qui y entrent comme si c'était leur propre territoire. Mon amie a 68 ans. Elle est veuve comme moi et vit seule dans son appartement depuis 5 ans. Nous nous sommes rencontrés au groupe de marche du parc et depuis, nous sommes inséparables. Que s'est-il passé, Rosa? Tu avais l'air si inquiète? Hier, je lui ai tout raconté en servant le café. Je lui ai expliqué comment Éliseo avait accepté sa décision déjà prise. Comment il m'avait traitée comme une mineure sans droit d'opinion. Séverina m'a écoutée avec cette attention que seuls les vrais amis accordent, ceux qui ont vécu des situations similaires. Et toi, que lui as-tu dit? Il avait le droit de les amener samedi. Séverina m'a regardée, surprise. J'espérais qu'elle te parlerait d'une dispute, de cris, de larmes, mais je ne suis plus cette femme si émotive. J'ai appris qu'il y a des façons plus intelligentes de gérer les situations. Es-tu sûre de savoir comment est Martina? Une fois qu'elle aura emménagé ici, elle ne partira plus, et avec Ottilia et les enfants, ta maison va sombrer dans le chaos. Séverina comprenait la situation mieux que mon propre fils. Elle savait ce que coûtait l'entretien d'une maison, ce que signifiait l'intimité, l'importance d'avoir son propre espace après une vie au service des autres. C'est pourquoi je dois agir vite, ai-je dit, et j'ai vu ses yeux s'illuminer de curiosité. Je lui ai expliqué mon plan. Ce n'était pas improvisé, c'était quelque chose que j'envisageais depuis des mois, depuis qu'Éliseo avait commencé à insinuer que ma maison était trop grande pour une seule personne, depuis que Martina avait commencé à dire qu'il serait bien de vivre dans une maison plutôt que dans un appartement rose. Sérieusement? Tu vas vraiment faire ça? Séverina. J'ai 70 ans. J'ai travaillé toute ma vie pour avoir quelque chose à moi. Je ne laisserai personne, pas même mon fils, me priver de la tranquillité d'esprit pour laquelle j'ai tant travaillé. Mon ami a souri de ce sourire entendu que seules les femmes qui ont appris à s'estimer après des années à faire passer les autres en premier. Le sourire de quelqu'un qui comprend qu'à un certain âge, on n'a plus le temps de faire plaisir à ceux qui ne nous apprécient pas. Que veux-tu que je fasse? Cette question m'a confirmé pourquoi. Séverina était ma meilleure amie, elle ne me jugeait pas, ne me disait pas que j'exagérais, ne me demandait pas de réfléchir aux sentiments d'Éliseo, elle me proposait simplement de m'aider.
C'est comme ça que sont les vraies amitiés entre femmes mûres. Elles se soutiennent sans trop demander. Pour l'instant, j'ai juste besoin que tu m'accompagnes quelque part cette semaine et, si quelqu'un te pose des questions, ne partage rien. Nous avons pris le petit déjeuner tranquillement pendant que nous planifions les détails. Séverina m'a dit que sa fille avait aussi essayé quelque chose de similaire l'année dernière, lui suggérant de déménager dans une maison plus petite pour pouvoir plus facilement s'occuper d'elle, comme si elle avait besoin qu'on s'occupe d'elle, comme si ce n'était pas elle qui avait constamment besoin d'aide financière. C'est incroyable comme nos propres enfants nous traitent parfois plus mal que des inconnus, me confiait-elle pendant que nous lavions les tasses, comme si donner naissance leur donnait le droit de décider pour nous pour le restant de nos jours. C'était la réalité que beaucoup de femmes de notre âge vivaient en silence. Des enfants adultes qui prenaient des décisions pour leur mère sans les consulter, qui les traitaient comme des fardeaux ou des ressources disponibles pour résoudre leurs problèmes, qui utilisaient l'amour maternel et la culpabilité comme outil de manipulation. Après le petit déjeuner, nous sommes allés au parc pour marcher comme tous les jours. Notre groupe se réunissait à 9h. 8 dames entre 60 et 75 ans qui avaient découvert le plaisir de faire de l'exercice et de socialiser sans que personne ne nous dise de le faire. Bonjour Rosa, comment es-tu réveillée, m'a demandé Cécilia Faguin d'une dame de 73 ans qui était veuve depuis 2 ans et qui dégageait une énergie incroyable. Très bien Cécilia. Impatiente de marcher et de profiter de cette belle journée pendant que nous marchions le long du chemin dans le parc en écoutant les autres dames parler de leurs petits-enfants, leurs feuilletons préférés et leurs projets pour le week-end. J'ai réalisé à quel point cela allait me manquer. Si Eliseo avait ce qu'il voulait, une maison pleine de monde signifiait ne pas pouvoir sortir quand je le voulais, devoir surveiller les autres, perdre ma liberté pendant la promenade. Tania Chavez nous a dit que son fils lui avait suggéré de vendre sa voiture parce qu'elle est trop vieille pour conduire. Nous étions tous indignés. Tania conduit parfaitement, elle a tous ses papiers en règle et est plus prudente que beaucoup de jeunes. C'est qu'ils ne comprennent pas que nous sommes toujours des personnes avec nos propres vies, a déclaré Tilia Faria, une femme de 65 ans qui travaillait à temps partiel dans une boutique. Pensez-vous que 60 ans soit synonyme d'incapacité? Nous avons toutes ressenti cela comme un enjeu qui nous unissait. La lutte pour conserver notre autonomie dans une société qui cherchait constamment à nous la retirer. La lutte pour montrer qu'être âgée ne signifiait pas être inutile ou dépendante. Après la promenade, Séverina et moi sommes allés au centre commercial. J'avais besoin de faire des achats et je voulais aussi flâner dans des endroits que j'aimais. Nous avons déjeuné dans un bon restaurant. Nous avons pris des selfies que nous avons publiés sur Facebook. Nous avons chacune acheté un nouveau chemisier. Vous savez quoi? Rosa, je crois que ta décision était la bonne. À notre âge, on n'a plus le temps de vivre pour faire plaisir aux autres. Elle avait raison. À 70 ans, je ne pouvais plus me permettre de gâcher ce qui me restait de vie en étant malheureuse pour faire plaisir à des gens qui n'appréciaient pas mes sacrifices. J'avais assez donné, j'avais été la mère altruiste, l'épouse soumise, l'employé responsable. Maintenant, il était temps d'être Rosa. Cet après-midi, quand je suis rentrée à la maison, je me suis assise dans mon salon et j'ai regardé chaque recoin, ma télévision où je regardais mes programmes préférés, mon canapé où je lisais tranquillement, ma table où je prenais mon petit déjeuner en regardant le jardin. Tout cela allait changer si je laissais Eliseo faire ce qu'il voulait, mais je n'allais pas le permettre cette fois. Rosa Gomez allait se battre pour ce qui lui appartenait. Mercredi matin, pendant que je buvais mon café et que je vérifiais les messages sur le groupe WhatsApp, la sonnette a sonné. C'était Martina, ma belle-fille, est arrivée avec un sourire qui ne m'a pas trompé, ce sourire calculé qu'elle utilisait quand elle voulait quelque chose de moi. Bonjour belle-mère, comment vas-tu belle-mère? C'est ce qu'elle me disait quand elle avait besoin quelque chose alors qu'elle n'avait besoin de rien. Elle m'a à peine salué, elle portait dans ses mains un sac de pain sucré comme si un cadeau de 5 pesos suffisait à adoucir ce qui allait suivre. Eh bien Martina, entre, tu veux un café? Oh oui merci. Je suis venue te parler du déménagement samedi. Je voulais que tu saches que nous allons faire très attention à tes affaires. Ne t'inquiète de rien, mes affaires, comme si j'étais une invitée, comme si elle était la nouvelle propriétaire. Elle m'a rassurée sur le soin de mes affaires, mais je suis restée calme, j'ai souri et lui ai versé du café dans ma plus jolie tasse. Tu as tout prêt? Lui ai-je demandé en m'asseyant devant elle à ma table de salle à manger. Oui, presque tout est emballé, les enfants sont super excité. Leandro me demande tous les jours quand nous allons venir ici et Cécilia a déjà choisi dans quel lit elle veut dormir. Dans la salle de couture. La salle de couture, mon espace sacré, où j'avais ma machine à coudre, mes tissus classés par couleur, mes patrons, mes projets à moitié finis, où je passais les après-midi à créer de belles choses pour moi et mes amis. Maintenant j'allais faire la chambre pour 2 enfants qui étaient va tout bouleversés et ma mère Ottilia est très reconnaissante. C'est qu'elle ne peut pas vivre seule, elle oublie des choses, parfois elle ne se souvient pas de prendre ses médicaments. Ici elle va être mieux prise en charge. Il y a eu la manipulation émotionnelle, présentant l'invasion de ma maison comme un acte de charité, comme si j'étais responsable du bien-être d'une femme que je ne connaissais même pas bien, comme si rejeter cette imposition me transformerait en une personne cruelle et sans cœur. Et où vas-tu dormir? Pour l'instant dans le salon, sur le canapé. Lit que nous allons apporter, mais ne t'inquiète pas, nous allons être très organisés, et Eliseo a déjà parlé avec un contact pour voir si nous pouvons obtenir quelque chose de plus grand bientôt. Un autre mensonge, il vivait dans cet appartement de 2 chambres depuis 3 ans parce qu'il ne pouvait rien se permettre de mieux. Eliseo travaillait comme chauffeur d'application et Martina travaillait dans un magasin de vêtements, tous deux avec des revenus irréguliers. Il n'allait rien
Obtenir de plus grand, ils allaient rester dans ma maison indéfiniment. Belle-mère voulait aussi te dire que nous allons aider aux dépenses, ne t'inquiète pas pour cette aide aux dépenses. Avec quelle générosité tu allais m'aider à payer l'électricité, l'eau et le gaz d'une maison qui n'était pas la tienne. Comme si tu me faisais une faveur, comme si avoir 4 personnes de plus ici ne signifiait pas doubler ou tripler toutes les dépenses. Combien penses-tu donner? La question l'a pris par surprise. Elle ne s'attendait pas à ce qu'elle soit si directe. Elle se tortilla mal à l'aise sur sa chaise et baissa les yeux. On se disait, bon, tout ce qu'on peut, tu sais qu'en ce moment la situation est difficile pour tout le monde. Bien sûr, tout ce qu'ils peuvent. Cela signifiait qu'ils allaient donner le minimum possible quand ils le pouvaient, s'ils le pouvaient. En attendant, j'allais prendre en charge toutes les dépenses d'une famille de 5 personnes. Martina, puis-je te demander quelque chose? Oui, dis-moi. Tu m'as demandé si je voulais que tu viennes vivre ici. La question la déstabilisa complètement. Elle devint nerveuse. Elle commença à jouer avec sa serviette. Elle évita mon regard. Il était évident qu'il n'avait pas pris en compte mon opinion dans une décision qui allait complètement changer ma vie. Belle-mère, c'est qu'Eliseo a dit que tu étais d'accord, qu'il semblait bien d'avoir de la compagnie. Il t'a dit que oui, il m'a dit que tu étais devenu très heureux avec l'idée que tu te sentais déjà très seul. Voilà, Eliseo lui avait menti pour qu'elle ne se sente pas coupable de l'invasion. Il lui avait dit que j'étais heureux de la situation pour qu'elle puisse dormir paisiblement, sachant qu'il m'utilisait. Martina, je ne suis pas seule, j'ai mes amis, mes activités, ma routine. Cette maison n'est pas trop grande pour moi, elle me va parfaitement. J'ai vu comment son visage a changé pour la première fois depuis son arrivée. La sécurité s'est effondrée. Elle a réalisé que peut-être les choses n'étaient pas comme Eliseo le lui avait dit. Mais Eliseo a dit beaucoup de choses qui ne sont pas vraies. Il t'a dit qu'il m'a demandé si j'étais d'accord. T'a-t-il dit que nous avons discuté des conditions? T'a-t-il dit que j'ai accepté volontairement chaque question? Était comme une gifle de la réalité. Martina réalisait qu'elle avait été complice de quelque chose qui n'était pas bien, qu'elle avait participé à une décision prise sans tenir compte de mes sentiments. Belle-mère, je ne pense que tu n'as pas pensé à moi du tout, tu as pensé à résoudre ton problème lentement, et tu as décidé que j'étais la solution. Elle est restée silencieuse pour la première fois en 5 ans de belle-fille. Martina est restée sans voix pour la première fois. Elle a réalisé qu'ils avaient peut-être fait une erreur. Tu ne veux pas qu'on vienne, qu'en penses-tu? Martina, voudrais-tu que 4 personnes viennent chez toi sans te demander si tu es d'accord? Elle ne m'a pas répondu, elle est restée assise là à jouer avec sa serviette en digérant la réalité de la situation. Probablement pour la première fois elle s'est mise à ma place et a réalisé à quel point tout cela était injuste. Mais nous avons déjà tout emballé, nous avons déjà parlé avec le propriétaire de l'appartement, nous avons déjà dit au enfant, et c'était la vraie raison pour laquelle ils ne pouvaient pas reculer. Ce n'était pas parce qu'ils ne comprenaient pas qu'ils avaient tort, mais parce qu'ils avaient déjà brûlé leur pont. Ils s'étaient déjà engagés dans des décisions irréversibles basées sur une imposition qui n'aurait jamais dû exister. Martina, ce sont des problèmes que tu as créés quand tu as décidé pour moi sans me consulter. Je ne suis pas responsable des conséquences des décisions que je n'ai pas prises. Elle sait. Levée de table, elle n'était pas sourire plus longtemps, il n'y avait plus de douceur dans sa voix. Maintenant elle était contrariée parce que je ne coopérais pas avec ses plans comme elle l'attendait. Eliseo m'a dit que tu serais d'accord. Qu'Eliseo avait tort. Qu'allons-nous faire alors? Nous n'avons nulle part où vivre, c'est quelque chose que tu dois résoudre. Je n'ai pas créé ce problème. Elle est partie sans dire au revoir, laissant le pain sucré sur la table en souvenir de sa tentative ratée de manipulation. Elle est partie bouleversée mais aussi inquiète. Pour la première fois elle a réalisé que Rosa Gomez n'était pas la vieille femme accommodante qu'elle avait prise pour acquise. Quand la porte s'est fermée, je me suis assis sur mon canapé, et j'ai pris une grande inspiration. Ça avait été la première bataille et Martina avait gagné. Je savais déjà que les choses n'allaient pas se passer comme prévu. Maintenant je devais me préparer pour quand Eliseo découvrirait que son plan parfait commençait à s'effondrer. J'ai pris mon téléphone portable et j'ai envoyé un texto à Severina. Tout a commencé. Martina est venue et partie avec un visage que tu ne peux pas imaginer. La réponse est venue immédiatement. Est-ce que ça va? As-tu besoin que je vienne? Je suis parfait. Demain nous continuons avec le plan. Pour la première fois depuis longtemps je me sentais puissant. Je me sentais comme Rosa Gomez, pas comme la mère d'Eliseo ou la belle-mère de Martina. Je me sentais comme une femme qui savait exactement ce qu'elle valait et qui n'allait laisser personne d'autre décider pour elle. Jeudi soir, Eliseo est arrivé en colère. Il n'a pas sonné, il n'a pas dit bonjour, il est entré directement avec ce visage agacé qu'il affichait quand les choses n'allaient pas comme il le voulait. Je regardais tranquillement mon feuilleton préféré sur mon canapé quand il a fait irruption dans mon salon comme un ouragan. Qu'as-tu dit à Martina? Son ton était agressif, exigeant. Ce n'était pas la voix d'un fils inquiet, c'était la voix d'un homme habitué à ce que les femmes de sa vie obéissent sans poser de questions. Mais il n'était plus la Rose qu'il avait été avant. Je lui ai dit la vérité que je n'ai jamais. Ils m'ont demandé si j'étais d'accord pour qu'ils viennent vivre ici. Oh, maman, tu vas vraiment être difficile? Maintenant, tout est prêt. On a déjà parlé au propriétaire. Les enfants savent déjà qu'ils vont déménager. Et maintenant, tu arrives ici avec ça. Tu ne veux pas être difficile. Comme si défendre mon droit de décider de ma propre maison était un caprice de vieille dame. Comme si mes sentiments étaient un obstacle gênant à ses plans parfaits. Élisée, assieds-toi. Parlons comme des adultes. Je n'ai pas le temps de parler. Demain, je dois travailler tôt et samedi, c'est le déménagement.
J'ai juste besoin de ta coopération. Je ne vais pas coopérer avec quelque chose que je n'ai jamais accepté. Il se tenait au milieu de mon salon et me regardait comme si j'étais devenue folle, comme si une femme de 70 ans n'avait pas le droit de changer d'avis ou de défendre ses propres intérêts. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu n'as jamais été aussi égoïste. Égoïste. C'était le mot que j'attendais, celui qu'il utilisait toujours quand je ne faisais pas ce qu'il voulait, comme si prendre soin de moi était un défaut de caractère. Égoïste de ne pas vouloir que ma maison soit envahie. Égoïste de vouloir préserver ma tranquillité d'esprit. Tu vis seul. Une maison de 3 chambres, nous sommes entassés dans un appartement. N'importe quelle mère normale serait heureuse d'aider son fils. N'importe quelle mère normale. Une autre manipulation, comme s'il y avait un manuel de ce qu'une mère devrait faire et que je manquais à mes obligations, comme si être une mère signifiait sacrifier mon bien-être jusqu'au jour de ma mort. Éliseo, sais-tu combien ça m'a coûté d'acheter cette maison? Oui, je sais que tu as travaillé dur, mais à quoi bon avoir une grande maison si tu ne la partages pas avec ta famille? Est-ce pour que je puisse vivre en paix après 70 ans à tout donner pour les autres? Cette réponse l'a déstabilisé. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle soit si directe, a fait passer mes besoins avant les siens. Il s'attendait à des larmes plaidant la culpabilité. Il ne s'attendait pas à de la détermination. Maman, nous sommes ta famille. La famille est censée s'entraider. Quand était la dernière fois que tu m'as aidé? Éliseo, la question le laissa sans voix. Il resta la cherchant dans sa mémoire un moment récent où il aurait fait quelque chose pour moi sans que je le lui demande. Il ne pouvait pas le trouver parce que ça n'existait pas. Je viens te voir souvent, tu viens quand tu as besoin de quelque chose, quand tu as des problèmes financiers, quand tu as besoin de moi. Je t'ai gardé quand tu voulais que je cuisine pour une fête. Quand es-tu venu pour la dernière fois juste pour prendre de mes nouvelles? Il n'a pas répondu parce qu'il savait que j'avais raison. Nos visites avaient toujours un ordre du jour. Il avait toujours besoin de moi pour quelque chose et j'ai continué. Si nous étions vraiment une famille, comme tu le dis, tu m'aurais demandé ce que je pensais avant de prendre cette décision, mais je pensais que tu serais d'accord. Tu as toujours été là pour nous, exactement. J'ai toujours été là. J'ai toujours dit oui. J'ai toujours fait passer ses besoins avant les miens. Tu ne penses pas qu'il est temps que quelqu'un pense à Rosa Gomez? Il a vu quelque chose de différent dans mes yeux, quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant. Une fermeté à laquelle il ne s'attendait pas. Une Rose qui n'était plus manipulée par la culpabilité ou le chantage émotionnel. Mais maman, qu'allons-nous faire? Nous n'avons plus l'appartement, c'est ton problème. Je n'ai pas pris cette décision. Tu ne peux pas être si cruel. Cruel, un autre mot chargé de manipulation. Comme si me défendre était de la cruauté. Comme si fixer des limites était maléfique. Sais-tu que c'est cruel? Élisée vient chez ta mère et lui dit que les autres tu vas vivre là sans lui demander si elle va bien. D'accord, c'est cruel. Il s'est finalement assis sur le canapé, mais pas pour parler. Il s'est assis parce qu'il avait besoin de réfléchir à la façon dont il allait résoudre le problème qu'il avait lui-même créé. Martina pleure. Les enfants ont déjà emballé leurs jouets. Ottilia a déjà vendu des meubles. Chaque phrase était une tentative de me culpabiliser. Chaque détail était une pression émotionnelle pour que ça arrive, mais ça ne marchait plus avec moi. Tout ça est arrivé parce que tu as pris des décisions basées sur quelque chose que tu ne m'as jamais confirmé. Sérieusement, tu ne vas pas nous laisser venir. Ils ne viendront pas. La réponse était brutale et définitive. Il n'y avait pas de place pour la négociation. Il n'y avait pas de place pour les supplications. Pour la première fois de ma vie, j'avais établi une limite ferme avec mon fils. Il s'est levé, agacé. Il a marché dans le salon comme un animal en cage, passant ses mains dans ses. Par les cheveux, il était désespéré parce que son plan parfait était tombé à l'eau. Et si on payait le loyer, et si on contribuait à toutes les dépenses, non, et si c'était seulement temporaire, juste le temps qu'on trouve quelque chose, non, et si on promettait de ne pas vous déranger, de respecter vos espaces, non. Chaque non était comme un coup de poignard dans sa fierté d'homme. Il n'était pas habitué à ce que les femmes lui disent non, surtout sa mère. Je ne comprends pas ce qui ne va pas chez toi. Tu étais différent avant. J'étais une femme qui ne savait pas se valoriser. Maintenant je suis une femme qui connaît sa valeur. Elle est partie en claquant la porte, en criant que j'étais égoïste, qu'elle ne pouvait pas croire que sa propre mère puisse être si sans cœur. Elle est partie en promettant qu'elle reviendrait pour me faire entendre raison, mais c'était trop tard. Rosa Gomez avait pris une décision, et il n'y avait pas de retour en arrière. Cette nuit-là, je me suis couchée paisiblement. Pour la première fois depuis des jours, j'avais affronté Éliseo, et j'avais gagné. J'avais fixé des limites, et je les avais défendues. Je m'étais défendue pour la première fois en 70 ans. Je me sentais vraiment libre. Vendredi matin, je me suis réveillée avec un sentiment étrange. Ma poitrine, ce n'était pas de la nervosité, ce n'était pas de la peur, c'était de l'excitation. Pour la première fois depuis des années, je me sentais complètement maître de mes décisions. Et cela m'a donné une énergie que je n'avais pas.
Ressenti depuis longtemps après ma routine matinale, j'ai appelé Séverina prête pour le jour le plus important. Elle m'a demandé avec cette complicité que seuls les vrais amis ont plus que prévient me chercher dans une heure. Le plan que je faisais germer depuis des mois allait enfin être exécuté. Ce n'était pas quelque chose d'improvisé, ce n'était pas une réaction émotionnelle, c'était une décision stratégique que j'avais envisagée depuis qu'Eliseo avait commencé. Avec ses allusions sur la taille de ma maison pour une seule personne, Séverina est arrivée à l'heure dans sa Subaru blanche, cette voiture que son fils lui avait également suggéré de vendre parce qu'il était trop vieux pour conduire comme moi. Elle avait complètement ignoré cette suggestion absurde. Nerveusement, elle m'a demandé alors que je montais dans la voiture. Pour rien, au contraire, je me sens plus en sécurité que jamais. Notre première destination était la banque. Depuis des années, j'avais économisé sur un compte qu'Eliseo ne connaissais pas, un compte où je déposais de l'argent tous les mois depuis que j'étais à la retraite. Ce n'était pas beaucoup, mais c'était suffisant pour ce que j'avais prévu. Bonjour Madame Gomez, le gérant m'a accueilli à notre arrivée. Comment pouvons-nous vous aider aujourd'hui? J'ai besoin d'effectuer un virement important. La femme a vérifié mon compte sur l'ordinateur et a hoché la tête. Pendant les 5 dernières années, j'avais été très disciplinée avec mes économies. Je vivais de ma retraite et économisais tout ce que je gagnais en cousant des vêtements pour les dames du quartier. Combien devez-vous transférer? Je lui ai dit le montant exact. Le gérant a haussé un sourcil surpris, mais n'a posé aucune question. C'était mon argent, ma décision. Êtes-vous sûre de cette transaction? Madame Gomez, complètement sûre. Séverina m'a serré la main. Pendant que nous attendions que le virement soit traité, elle savait ce que cette étape signifiait pour moi. Elle savait qu'il n'y avait pas de retour en arrière. D'accord Madame Gomez, votre virement a été traité avec succès. Nous avons quitté la banque et sommes allés directement à notre deuxième arrêt. L'agence immobilière avocat Ramon Faguin, d'un homme dans la cinquantaine qui m'aidait depuis quelques semaines, nous a accueillis avec un sourire. Madame Gomez, comment êtes-vous prête à signer? Plus que prête avocat. Je me suis assis à son bureau pendant qu'il préparait tous les documents. Séverina se tenait à mes côtés, témoin de l'un des moments les plus importants de ma vie. Êtes-vous absolument sûr de cette décision? Une fois la signature signée, il n'y a aucun moyen d'annuler la transaction. Monsieur l'avocat, j'ai 70 ans. J'ai pris très peu de décisions vraiment importantes dans ma vie, car je pensais toujours aux autres. C'est ma décision et j'en suis absolument sûre. J'ai signé chaque document d'une main ferme. Mon nom, Rosa Gomez, figurait sur chaque page comme seule personne responsable de ces transactions. Il n'y avait aucune. Il n'y avait pas de co-signataire, il n'y avait pas de garant, il n'y avait personne d'autre impliqué. C'était complètement à moi. Parfait. Dans 24 heures vous aurez les clés de votre nouvelle propriété. Nouvelle propriété. Les mots étaient comme de la musique à mes oreilles. Un endroit que personne ne connaissait, que personne ne pouvait prétendre être complètement à moi. Et l'autre transaction que j'ai demandée est également en cours de traitement. Les acheteurs sont très excités. C'est une belle maison dans un excellent emplacement. Nous n'avons eu aucun problème à trouver des parties intéressées. Séverina m'a regardé avec admiration. Elle savait combien il avait été difficile de prendre cette décision. Combien il était courageux de faire quelque chose comme ça. À 70 ans, nous avons quitté l'agence immobilière et sommes allés manger dans un bon restaurant du centre-ville. J'avais besoin de célébrer. J'avais besoin de sentir que je faisais quelque chose de spécial pour moi. Rosa, comment te sens-tu? Je me sens libre, Séverina. Pour la première fois de ma vie, je me sens complètement libre. Pendant que nous mangions, nous avons revu chaque détail du plan. Tout était calculé, tout était prévu. Il n'y avait pas de place pour l'improvisation ou le retour en arrière. Et si Eliseo devient très agressif quand il l'apprend, qu'il agisse comme il veut, ce n'est plus mon problème. Cette réponse m'a surprise. Et pendant des années j'avais vécu en m'inquiétant des réactions de mes enfants, en essayant d'éviter les conflits, en sacrifiant ma tranquillité d'esprit pour maintenir la paix familiale. Mais plus maintenant. Qu'en vas-tu leur dire demain quand ils viendront avec toutes leurs affaires? Séverina sourit. Je savais que ce serait un moment mémorable, un moment où Rosa Gomez allait enfin montrer de quoi elle était faite. Après le déjeuner, nous sommes allés chez moi pour que je puisse emballer quelque chose d'important, pas beaucoup, juste l'essentiel, les vêtements que j'aimais le plus, mes documents, quelques photos de mes petits-enfants, mes bijoux, ma machine à coudre. Ça ne te rend pas triste de quitter cette maison? Séverina m'a demandé pendant que je pliais mes robes préférées. Cette maison était mon rêve depuis 40 ans, mais maintenant que je compris, j'ai réalisé que le rêve n'était pas la maison. Le rêve était d'avoir un endroit à moi où personne ne pourrait décider pour moi. N'est-ce pas? La maison avait été le symbole de mon indépendance, mais ce n'était pas l'indépendance elle. Même l'indépendance était la capacité de décider, de choisir, de dire non quand c'était nécessaire. Pendant que je faisais mes bagages, mon portable a sonné, c'était Eliseo. Maman, il faut qu'on parle, on a déjà parlé hier, on n'a pas besoin de parler sérieusement, viens ici, ou j'irai là-bas, il n'y a plus rien à dire. Eliseo, maman, s'il te plaît, les enfants pleurent. Martina n'a pas dormi de la nuit, Ottilia a vendu ses meubles. Tu ne peux pas nous faire ça. Leur faire ça comme si j'étais responsable du problème qu'ils ont créé avec leur décision unilatérale. Eliseo, ce que vous faites de vos vies n'est pas de ma responsabilité. Tu es ma mère. Les mères sont censées aider leurs enfants et je l'ai fait pendant 45 ans. J'ai fait ma part. J'ai raccroché le téléphone. Il ne servait à rien de continuer une conversation qui ne faisait que tourner en rond. Eliseo croyait toujours qu'il pouvait me manipuler avec la culpabilité. Mais cette Rose n'existait plus.
Sévérina m'a aidé à charger les cartons dans sa voiture. Il n'y avait pas grand-chose, mais c'était les choses importantes. Le reste est resté à la maison. Où allons-nous ranger ça chez toi, si ça ne te dérange pas, juste pour ce soir? Bien sûr que ça ne me dérange pas. J'adore participer à ta révolution. Révolution. Quel mot juste, car c'est exactement ce que je faisais, révolutionner ma propre vie. Ce soir-là, j'ai dîné chez Sévérina. Nous avons cuisiné ensemble. Nous avons regardé un film. Nous avons parlé de nos projets pour les semaines à venir. Pour la première fois depuis longtemps, je ne me souciais pas de ce que les autres attendaient de moi. Demain sera une journée très intéressante, m'a dit Sévérina avant que je m'endorme. Demain sera le premier jour du reste de ma vie. Et il avait raison, demain Rosa Gomez allait renaître. Samedi est arrivé avec un soleil radieux qui semblait éclairer le chemin vers ma nouvelle vie. Je me suis levée tôt, je me suis préparée avec un soin particulier et je suis rentrée chez moi pour attendre le spectacle qui allait commencer à 9 heures du matin. Le premier camion de déménagement est arrivé. Eliseo est venu en conduisant, suivi. Martina dans sa voiture avec les enfants et Ottilia derrière elle est arrivé un autre véhicule avec plus de parents qui étaient venus aider au déménagement. Je les ai vus sortir avec l'énergie de quelqu'un qui est sûr que tout se passera comme prévu. Eliseo a dirigé les chargeurs comme s'il était le propriétaire de la maison. Martina a organisé les cartons par priorité. Les enfants ont couru avec enthousiasme vers la porte. Je suis sortie pour les saluer avec un calme qui m'a surpris. Il n'y avait pas de nervosité, il n'y avait pas de doute, seulement une profonde tranquillité de quelqu'un qui sait exactement ce qu'il va faire. Bonjour, je leur ai dit depuis l'entrée de la maison. Bonjour maman, nous sommes là, les garçons vont commencer à décharger les affaires. Pouvez-vous ouvrir grand la porte pour que tout le monde puisse passer? Ce ne sera pas nécessaire. Eliseo s'est arrêté net, les chargeurs sont restés à attendre des instructions. Martina a levé les yeux des cartons qu'elle était en train d'organiser. Que voulez-vous dire? Ce ne sera pas nécessaire, rien ne sera apporté dans cette maison. Le silence qui a suivi était assourdissant, tout le monde s'est figé en train de traiter ce que je venais de dire. C'était comme si une bombe avait explosé au milieu de leur parfaitement planifiée opération. Maman, de quoi tu parles? C'est que c'est ici le camion, on a déjà tout apporté, et ils vont tout reprendre. Eliseo s'est approché de moi avec cette grimace qu'il faisait quand il pensait pouvoir m'intimider, mais ce n'était plus la même femme qu'avant. Es-tu fou? Sais-tu combien le camion nous a coûté? Sais-tu tout ce qu'on a dû faire pour organiser ça? Ce n'est pas mon problème, Eliseo, je n'ai jamais rien demandé à organiser. Martina s'est approchée avec les enfants se tenant la main. Leandro et Cecilia m'ont regardé confus sans comprendre pourquoi grand-mère ne les laissait pas entrer dans la maison qui allait construire leur nouvelle belle-mère. Que se passe-t-il? Les enfants veulent déjà voir leur chambre. Il n'y a pas de chambre pour toi ici. Martina. Ottilia, qui jusqu'à ce moment était restée silencieuse dans la voiture, est sortie en s'appuyant sur sa canne. C'était une femme mince et fragile de 75 ans qui n'avait visiblement aucune idée de ce qui se passait. Où est ma chambre? Il a demandé d'une voix faible. Il n'y a pas de place pour vous, madame. J'ai répondu respectueusement mais fermement, c'était comme si j'avais giflé toute la famille. Eliseo est devenu rouge de rage. Martina a commencé à pleurer. Les enfants ont serré leur mère dans ses bras. Maman effrayée, vous ne pouvez pas nous faire ça, nous n'avons nulle part où vivre, c'est un problème que vous avez créé lorsque vous avez pris des décisions sans me consulter, mais nous sommes votre famille. Une famille qui ne me respecte pas n'est pas une famille, ce sont des gens qui m'utilisent. Les porteurs étaient toujours debout à côté du camion en attendant les ordres. La situation devenait inconfortable pour toutes les personnes présentes. Monsieur, l'un des porteurs a demandé à Eliseo, on va prendre des choses ou pas? Bien sûr qu'ils vont les démonter, c'est ma mère, elle va passer sa colère, il ne vous arrivera rien, ai-je dit en m'adressant directement aux ouvriers. C'est ma maison, je paie l'hypothèque et je décide qui entre, vous n'allez rien démonter. L'un des porteurs, un homme plus âgé qui avait visiblement vu des situations familiales similaires, a hoché la tête en signe de compréhension. Nous sommes désolés, jeune homme, mais si la dame dit que c'est sa maison et qu'elle ne veut pas qu'on démonte, on ne peut rien faire. Eliseo a complètement perdu le contrôle. Il s'est mis à hurler que j'étais folle, qu'il n'arrivait pas à croire que sa propre mère puisse être aussi cruelle. Il allait me prouver que j'étais dérangée. Je vais consulter un avocat. Je vais prouver que tu es mentalement malade et que tu es incapable de prendre des décisions. Parfait, a dit Eliseo. Fais-le. En attendant, sors ton camion de mon allée. Martina s'est approchée de moi, les larmes aux yeux, portant Cecilia qui s'était mise à pleurer. Belle-mère, s'il te plaît, pense aux enfants. Ils ne sont responsables de rien. Où allons-nous dormir ce soir? Était sa dernière tentative de manipulation émotionnelle. Utiliser les enfants comme bouclier, comme si j'étais responsable des décisions irresponsables de leurs parents. Les enfants ne sont pas à blâmer, mais moi non plus. Leurs parents auraient dû penser à eux avant de faire ça. Prendre des décisions sans avoir de plan B. Elle ne peut pas être aussi cruelle, cria Eliseo, cruelle. Tu sais ce que c'est que d'être cruel, Eliseo. Aller chez ta mère et lui dire que d'autres personnes vont vivre là sans lui demander si elle est d'accord, c'est cruel. La dispute attirait l'attention des voisins.
Doña Carmen, qui habitait à côté, était sortie arroser ses plantes mais écoutait visiblement tout. Don Julio était penché à sa fenêtre, ne cachant pas sa curiosité. « Maman, s'il te plaît, parlons à l'intérieur, il se donne en spectacle. Il n'y a rien à dire à l'intérieur parce que vous n'entrez pas. » À ce moment-là, Severina est arrivée en voiture. Elle avait décidé de venir ici pour me soutenir moralement pendant cette période difficile. Elle est sortie et s'est dirigée vers nous avec cette dignité qui caractérisait les femmes de notre génération. « Bonjour, Rosa. Tout va bien. Tout va parfaitement bien. Severina. » Il partait déjà. Eliseo la regarda avec mépris. Il avait toujours pensé que mes amis me mettaient des idées bizarres dans la tête, comme si j'étais incapable de penser par moi-même. « Tu es aussi responsable de tout ça, » dit-il à Severina. « C'est sûrement toi qui l'as mis dans la sienne. »« Ce sont des idées folles, jeune homme, » répondit Severina avec un calme impressionnant. « Ta mère n'a besoin de personne pour lui donner des idées. C'est une femme intelligente qui sait parfaitement ce qu'elle fait. Ça ne va pas rester comme ça, » cria Eliseo en ramenant sa famille aux voitures. « Je vais revenir avec un avocat. Je vais te prouver que tu n'as pas toute ta tête. Quand tu reviendras avec ton avocat, » lui criai-je en s'éloignant. « N'oublie pas d'apporter aussi les documents qui prouvent que cette maison est à toi, car j'ai toute la mienne. » Ils sont repartis comme ils étaient arrivés, mais avec les cartons encore dans le camion et avec une humiliation qu'ils n'avaient jamais connue. Ils sont partis en sachant que Rosa Gomez n'était plus la femme qu'ils croyaient connaître. Quand la dernière voiture a disparu au coin de la rue, Severina m'a serré dans ses bras. « Comment te sens-tu ? » « Je me sens libre, Severina, pour la première fois depuis 70 ans, complètement libre, et c'était vrai. J'avais affronté ma famille, j'avais posé des limites, j'avais défendu mes droits, j'avais montré que Rosa Gomez était bien plus forte qu'on ne le croyait, mais ce n'était que le début. Le meilleur restait à venir. Tout au long de l'après-midi du samedi, mon téléphone n'a pas arrêté de sonner, avec les appels d'Eliseo. Message de Martina à des appels de proches dont je ne savais même pas qu'ils avaient mon numéro, tous avec le même objectif de me faire changer d'avis. Le premier appel était de ma sœur Tania qui vit à Guadalajara et qui avait visiblement reçu une version très déformée des événements. Rosa, est-il vrai que tu as expulsé Eliseo et sa famille? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Ce garçon est désespéré. Tania, je n'ai expulsé personne, je ne leur ai simplement pas permis d'entrer chez moi sans mon autorisation. Mais c'est ton fils. Rosa, les enfants peuvent toujours compter sur leur mère, les enfants peuvent compter sur leur mère, mais elles ne peuvent pas décider à leur place. Ma sœur ne comprenait pas pour elle comment pour beaucoup de femmes de notre génération être mère signifiait être éternellement disponible pour résoudre les problèmes de ses enfants, quel qu'en soit le prix personnel. Où vont-ils vivre? Où vont les enfants dormir ce soir? Est-ce quelque chose qu'Eliseo doit résoudre? Il a créé ce problème. Rosa, ne sois pas du redlé, même si c'est temporaire. Non Tania, j'ai assez aidé pendant 45 ans. J'ai raccroché et éteint le téléphone, ça ne servait à rien de continuer à écouter les mêmes disputes, encore et encore. Toute la famille avait décidé que j'étais le méchant de l'histoire. Une mère cruelle qui avait abandonné son fils dans un moment difficile. Severina est restée avec moi tout l'après-midi. Nous avons cuisiné ensemble, regardé la télévision, parlé de tout sauf du drame familial. J'avais besoin de normalité. J'avais besoin de me rappeler qu'il y avait un monde au-delà des problèmes d'Eliseo. Mais à 19 h, tout a changé. Ils sont revenus, mais cette fois, ils n'étaient pas seuls. Eliseo a amené Julio Chavez, son parrain, un homme de 60 ans qui avait toujours servi de médiateur dans les conflits familiaux. « Bonjour », m'a salué Rosa, Julio de cette voix calme qu'il utilisait lorsqu'il voulait paraître sage. « On peut entrer et discuter ? » ?»« Bonjour, Julio, bien sûr, entre. » Ils sont entrés dans mon salon comme s'il s'agissait d'une négociation diplomatique. Julio s'est assis sur le canapé. Prendre des décisions sans avoir de plan B, elle ne peut pas être aussi cruelle, cria Eliseo, cruelle. Tu sais ce que c'est que d'être cruel, Eliseo. Aller chez ta mère et lui dire que d'autres personnes vont vivre là sans lui demander si elle est d'accord, c'est cruel. La dispute attirait l'attention des voisins. Doña Carmen, qui habitait à côté, était sortie arroser ses plantes mais écoutait visiblement tout. Don Julio était penché à sa fenêtre, ne cachant pas sa curiosité. « Maman, s'il te plaît, parlons à l'intérieur, il se donne en spectacle. Il n'y a rien à dire à l'intérieur parce que vous n'entrez pas. » À ce moment-là, Severina est arrivée en voiture. Elle avait décidé de venir ici pour me soutenir moralement pendant cette période difficile. Elle est sortie et s'est dirigée vers nous avec cette dignité qui caractérisait les femmes de notre génération. « Bonjour, Rosa. Tout va bien. Tout va parfaitement bien. Severina. » Il partait déjà. Eliseo la regarda avec mépris.
Il avait toujours pensé que mes amis me mettaient des idées bizarres dans la tête, comme si j'étais incapable de penser par moi-même. Tu es aussi responsable de tout ça, dit-il à Sévérina. C'est sûrement toi qui l'as mis dans la sienne. Ce sont des idées folles, jeune homme, répondit Sévérina avec un calme impressionnant. Ta mère n'a besoin de personne pour lui donner des idées. C'est une femme intelligente qui sait parfaitement ce qu'elle fait. Ça ne va pas rester comme ça, cria Éliseo en ramenant sa famille aux voitures. Je vais revenir avec un avocat. Je vais te prouver que tu n'as pas toute ta tête. Quand tu reviendras avec ton avocat, lui criai-je en s'éloignant. N'oublie pas d'apporter aussi les documents qui prouvent que cette maison est à toi, car j'ai toute la mienne. Ils sont repartis comme ils étaient arrivés, mais avec les cartons encore dans le camion et avec une humiliation qu'ils n'avaient jamais connue. Ils sont partis en sachant que Rosa Gomez n'était plus la femme qu'ils croyaient connaître. Quand la dernière voiture a disparu au coin de la rue, Sévérina m'a serré dans ses bras. Comment te sens-tu? Je me sens libre, Sévérina, pour la première fois depuis 70 ans, complètement libre, et c'était vrai. J'avais affronté ma famille, j'avais posé des limites, j'avais défendu mes droits, j'avais montré que Rosa Gomez était bien plus forte qu'on ne le croyait, mais ce n'était que le début. Le meilleur restait à venir. Tout au long de l'après-midi du samedi, mon téléphone n'a pas arrêté de sonner, avec les appels d'Éliseo. Message de Martina à des appels de proches dont je ne savais même pas qu'ils avaient mon numéro, tous avec le même objectif de me faire changer d'avis. Le premier appel était de ma sœur Tania qui vit à Guadalajara, et qui avait visiblement reçu une version très déformée des événements. Rosa, est-il vrai que tu as expulsé Éliseo et sa famille? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Ce garçon est désespéré. Tania, je n'ai expulsé personne, je ne leur ai simplement pas permis d'entrer chez moi sans mon autorisation. Mais c'est ton fils. Rosa, les enfants peuvent toujours compter sur leur mère, les enfants peuvent compter sur leur mère, mais elles ne peuvent pas décider à leur place. Ma sœur ne comprenait pas pour elle comment pour beaucoup de femmes de notre génération être mère signifiait être éternellement disponible pour résoudre les problèmes de ses enfants, quel qu'en soit le prix personnel. Où vont-ils vivre? Où vont les enfants dormir ce soir? Est-ce quelque chose qu'Éliseo doit résoudre? Il a créé ce problème. Rosa, ne sois pas du redlé, même si c'est temporaire. Non Tania, j'ai assez aidé pendant 45 ans. J'ai raccroché et éteint le téléphone. Ça ne servait à rien de continuer à écouter les mêmes disputes, encore et encore. Toute la famille avait décidé que j'étais le méchant de l'histoire. Une mère cruelle qui avait abandonné son fils dans un moment difficile. Sévérina est restée avec moi tout l'après-midi. Nous avons cuisiné ensemble, regardé la télévision, parlé de tout sauf du drame familial. J'avais besoin de normalité. J'avais besoin de me rappeler qu'il y avait un monde au-delà des problèmes d'Éliseo. Mais à 19h, tout a changé. Ils sont revenus, mais cette fois, ils n'étaient pas seuls. Éliseo a amené Julio Chavez, son parrain, un homme de 60 ans qui avait toujours servi de médiateur dans les conflits familiaux. Bonjour, m'a salué Rosa, Julio de cette voix calme qu'il utilisait lorsqu'il voulait paraître sage. On peut entrer et discuter? Bonjour, Julio, bien sûr, entre. Ils sont entrés dans mon salon comme s'il s'agissait d'une négociation diplomatique. Julio s'est assis sur le canapé. A gagné la bataille la plus importante de sa vie, mais la guerre n'était pas encore terminée. Dimanche, j'ai pris mon petit déjeuner tôt car j'avais un rendez-vous important à 10h du matin. Monsieur Ramon Faguinde est arrivé avec un dossier rempli de documents et un sourire qui m'a immédiatement mis à l'aise. Bonjour Madame Gomez, je suis venu vous donner les clés de votre nouvelle propriété. Les clés, enfin, j'avais entre mes mains les clés de ma nouvelle vie, une maison plus petite mais plus moderne dans un lotissement calme où personne ne me connaissait, où personne n'avait d'attente sur ce que Rosa Gomez devait ou ne devait pas faire. Et voici les documents pour la vente de cette propriété. Tout s'est parfaitement déroulé. Madame, les acheteurs sont très heureux. Ils ont déjà déposé la totalité du montant. J'ai signé les derniers papiers, ressentant un mélange de nostalgie et d'excitation. Cette maison avait été mon rêve pendant 40 ans, mais maintenant elle était devenue un champ de bataille. Il était temps de la laisser partir. Quand devez-vous livrer la propriété? Aujourd'hui, si possible. Les acheteurs veulent emménager cette semaine. Parfait, il n'y avait pas de temps pour les regrets ou les doutes. Sévérina est arrivée avec sa voiture juste au moment où l'avocat partait. Nous avions convenu de je prends mes affaires et j'emménage officiellement dans ma nouvelle vie, prête pour le grand changement. Elle m'a demandé pendant que nous chargions les derniers cartons. Plus que prêt. Sévérina, j'ai l'impression que je vais commencer une nouvelle vie. Pendant que nous chargions mes affaires dans la voiture, Donia Carmen est arrivée. Ma voisine de toujours avait été une bonne voisine, respectueuse et discrète, mais visiblement elle était curieuse de tout ce qui s'était passé. Rosa, est-il vrai que tu pars? Oui Carmen, je déménage aujourd'hui, et tout ça à cause de la dispute avec Éliseo. Ce n'était pas une dispute Carmen, c'était ma décision. Elle m'a regardée avec cette expression que je connaissais bien. Celle de quelqu'un qui ne comprenait pas comment une mère pouvait choisir son propre bien-être plutôt que les besoins de ses enfants. N'es-tu pas désolé de quitter la maison où tu as vécu pendant tant d'années? Ça me rend encore plus triste d'avoir perdu tant d'années sans vraiment vivre. Elle n'a pas compris ma réponse, mais m'a souhaité bonne chance et m'a dit au revoir avec cette formalité que les gens utilisent quand ils n'approuvent pas vos décisions mais n'osent pas vous dire que nous
Finition de charger quand Eliseo est arrivé, il était seul sans Martina, ou les enfants au visage mêlé de colère et de désespoir. Que se passe-t-il ici? Il porte ses affaires, je déménage, Eliseo. Tu déménages? Où es-tu? Dans ma nouvelle maison? Il se tenait sur le trottoir comme s'il avait reçu un coup. Il ne s'attendait pas à ça. Il s'attendait à ce qu'après quelques jours de colère, je cède et leur ouvre les portes de ma maison. As-tu acheté une autre maison? Avec quel argent? Avec mon argent, Eliseo. L'argent que j'ai économisé pendant des années. Et j'ai vendu cette maison. L'impact a été immédiat. Il est devenu pâle. Il s'est mis à trembler. Il a dû s'appuyer contre la voiture pour éviter de tomber. Tu as vendu la maison. Tu as vendu notre maison. J'ai vendu ma maison, Eliseo. Elle n'a jamais été à nous, mais c'était la maison familiale. C'était là que nous allions élever nos petits-enfants. C'était notre héritage. Elle était là. La vérité, c'est qu'il se fichait de mon bien-être. Il ne se souciait pas de mon bonheur. Cela lui a fait mal de perdre l'héritage qu'il considérait déjà comme acquis. Ton héritage, c'est l'éducation que je t'ai donnée, les valeurs que je t'ai inculquées, les opportunités que je t'ai offertes pour que tu puisses devenir un homme. J'ai acheté cette maison pour moi, maman. Tu ne peux pas faire ça. Annule la vente. Parle aux acheteurs. C'est déjà fait, Eliseo. Les documents sont là. Signé, l'argent est déposé, il s'est assis sur le trottoir et a commencé à pleurer comme un enfant. Il ne pleurait pas pour moi, il ne pleurait pas pour notre relation, il pleurait pour l'argent qu'il avait perdu, pour la maison dont il n'allait plus hériter. Où allons-nous vivre? Où vont dormir mes enfants? C'est quelque chose que tu dois résoudre comme tout homme adulte. Séverina a fini de fermer le coffre et m'a fait signe qu'il était temps de partir, il n'y avait rien d'autre à faire. Ici Eliseo, je m'en vais, j'espère qu'un jour tu comprendras que ce que j'ai fait n'était pas pour te blesser, mais pour me respecter. Tu ne peux pas partir comme ça, je suis ton fils précisément parce que tu es mon fils. J'espère qu'un jour tu apprendras à valoriser les femmes de ta vie au lieu de les utiliser. Je suis montée dans la voiture de Séverina sans me retourner dans le rétroviseur. J'ai vu Eliseo courir derrière la voiture en me criant de revenir, que nous devrions parler, que je ne pouvais pas lui faire ça. Mais c'était fait. Rosa Gomez avait fermé un chapitre de sa vie et en ouvrait un complètement nouveau. Comment me sens-tu? Je me sens renaître. La nouvelle maison était parfaite, plus petite que l'ancienne, mais elle avait tout ce dont j'avais besoin. 2 chambres, une pour moi et une pour les invités. C'est ce que je désirais vraiment. Un salon chaleureux, une cuisine moderne, un petit mais joli jardin. Rosa est magnifique. Ici, tu seras très heureuse. Elle avait raison. Pour la première fois de ma vie, j'avais un espace entièrement à moi, sans attache, sans obligation envers qui que ce soit. Cet après-midi-là, alors que je rangeais mes affaires dans ma nouvelle maison, le téléphone a sonné. C'était un numéro que je ne connaissais pas. Madame Rosa Gomez. Oui, c'est moi. Ici Monsieur Hector Taranto, parlant à son fils, Eliseo Gomez. Mon client souhaite contester la vente de la propriété de la rue Morlot. Eliseo avait donc mis sa menace à exécution. Il avait engagé un avocat pour tenter de me retirer le droit de vendre ma propre maison. Maître, cette propriété m'appartenait. J'ai tous les documents pour le prouver. Je comprends, madame. Pourrions-nous nous rencontrer pour discuter d'une solution? Il n'y a rien à dire, maître. J'ai exercé mon droit légal de vendre une propriété qui m'appartenait entièrement. Madame, mon client allègue que la vente a été faite dans un état de trouble émotionnel et sans tenir compte des droits de la famille. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Eliseo essayait de prouver que j'étais fou ou que la famille avait un droit sur ma propriété. Avocat, j'ai 70 ans, je n'ai pas de démence, je suis pleinement mentalement capable et la propriété était à mon nom uniquement. Votre client n'a aucun droit légal sur cette maison. Seriez-vous prêt à me rencontrer pour discuter d'une indemnisation? Il n'y a rien à discuter. Bonjour, j'ai raccroché et me suis assis sur mon nouveau canapé en réfléchissant à tout ce qui s'était passé. Eliseo n'allait pas abandonner facilement. Il allait continuer à insister, à menacer, à essayer de me faire culpabiliser, mais je m'en fichais. Rosa Gomez avait pris la décision la plus importante de sa vie, et il n'y avait pas de retour en arrière. 3 mois après avoir emménagé dans ma nouvelle maison, ma vie avait complètement changé. Je me réveillais chaque matin sans le poids des attentes des autres, sans la pression de devoir plaire à quelqu'un d'autre. Ma routine matinale restait la même. Petit déjeuner tranquille, regarder mon petit jardin, vérifier les messages dans le groupe WhatsApp avec mes amis. Mais maintenant, tout avait une saveur différente, c'était le goût de la vraie liberté. Séverina venait me rendre visite tous les mardis et jeudis. Nous avions formé une communauté de femmes mûres qui se soutenaient mutuellement.
J'avais aussi rencontré mes nouvelles voisines, Cécilia Faguinde, une veuve de 72 ans qui donnait des cours de tricot, et Otilia Chavez, une femme de 68 ans qui avait ouvert une petite boulangerie à domicile. « Sais-tu ce que j'aime le plus dans la vie ici ?» ai-je demandé à Séverina en buvant un café dans ma nouvelle cuisine. Personne ne me connaît comme la mère d'Eliseo ou la belle-mère de Martina. Ici, je suis simplement Rosa Gomez. Ma nouvelle identité s'était épanouie d'une manière inattendue. Je m'étais inscrite à un atelier de peinture au centre communautaire. J'avais ravivé ma passion pour la couture, mais je créais désormais moi-même. J'avais appris à mieux utiliser mon téléphone portable et j'avais même ouvert un compte Instagram où je postais des photos de mes projets. L'argent de la vente de mon ancienne maison m'avait permis non seulement d'acheter la nouvelle propriété, mais aussi d'avoir un coussin financier qui m'apportait la tranquillité d'esprit. Pour la première fois de ma vie, je ne dépendais financièrement de personne et ce sentiment était enivrant. « As-tu des nouvelles d'Eliseo ?» m'a demandé Séverina. Son avocat m'a rappelé 2 fois, mais je n'ai pas répondu. Tania m'a dit qu'ils avaient enfin trouvé un appartement plus grand à louer. La vie avait repris son cours pour tout le monde. Eliseo avait dû assumer les conséquences de ses décisions hâtives, mais il avait enfin réglé son problème de logement sans avoir à envahir la maison de sa mère. « Il ne te manque pas ?» C'est une question que je me posais souvent. Je me le faisais souvent. Ma famille me manquait elle. Le bruit des enfants, les conversations à table, le sentiment d'être nécessaire, l'idée que je me faisais d'eux me manque. J'ai répondu après y avoir réfléchi, l'illusion qu'ils m'appréciaient me manque, mais ça ne me manque pas de me sentir utilisée, c'était la vérité la plus honnête que je pouvais donner. Pendant des années j'avais confondu être utile avec être aimé, être nécessaire avec être respecté. Un dimanche après-midi, alors que j'arrosais les plantes de mon jardin, la sonnette a retenti, c'était Leandro, mon petit-fils de 8 ans accompagné de Cécilia, ma petite-fille de 6 ans. Ils sont arrivés seuls, ce qui m'a surpris. Grand-mère, a crié Leandro en courant vers moi. Bonjour mes amours, que faites-vous ici? Où sont vos parents? Papa nous a amenés, mais il est resté dans la voiture. Il m'a expliqué. Cécilia nous a dit de vous dire que nous vous manquons beaucoup. Manipulation émotionnelle en utilisant les enfants. Eliseo avait atteint ce niveau de désespoir et tu me manques, je leur ai demandé en me penchant pour être à leur hauteur des yeux. Oui grand-mère, pourquoi ne vis-tu plus dans la grande maison? Parce que j'ai acheté une plus belle maison où je peux être plus heureuse. Pouvons-nous la voir? Bien sûr, je les ai laissés entrer, et leur ai montré chaque coin de ma nouvelle maison. Leurs yeux, ils se sont illuminés quand ils ont vu ma salle de couture parfaitement organisée avec des tissus colorés, et ma machine en marche comme c'est beau. Peux-tu nous apprendre à coudre? Bien sûr, quand tes parents me donnent la permission, tu peux venir le week-end et je t'apprendrai. On a joué pendant 1 heure, je leur ai fait leurs biscuits préférés, on a regardé des dessins animés, on a pris des selfies que j'ai téléchargés sur mon Instagram. C'était des moments authentiques, pas de pression, pas d'intention cachée. Quand mon téléphone a sonné, j'ai su que c'était Eliseo qui demandait les enfants. Maman, les enfants sont là? Oui, ils sont là, très heureux. Au fait, on peut venir les chercher. Tu peux venir. Mais seulement pour les récupérer, je ne vais pas discuter de quoi que ce soit avec toi. Devant eux 10 minutes plus tard, Eliseo et Martina sont arrivés, ils avaient l'air différents, plus fatigués, plus sérieux. Les pressions financières de subvenir aux besoins d'une famille sans soutien extérieur les avaient visiblement affectés. Bonjour maman. Eliseo m'a salué d'une voix plus douce que la dernière fois. Bonjour Eliseo, les enfants se sont très bien comportés. Martina m'a à peine salué, encore pleine de ressentiment pour tout ce qui s'était passé, me reprochant probablement les difficultés qu'ils avaient rencontrées. Maman, on peut parler un instant? Je t'ai déjà dit que je ne discuterai de rien devant les enfants. Ce n'est pas pour discuter. Je veux juste m'excuser. Je ne m'attendais pas à ça. Eliseo, mon fils fier et têtu, s'excusait. Laisse les enfants jouer dans le jardin. Au moment où ils sont partis, Eliseo s'est assis dans mon nouveau salon et a pris une grande inspiration. Maman, ces mois ont été très difficiles, non seulement à cause de l'argent, mais aussi parce que j'ai réalisé que je ne t'avais jamais demandé ce que tu voulais et maintenant tu comprends. Oui, maintenant je comprends que j'ai pris des décisions concernant ta vie sans tenir compte de tes sentiments et je m'en excuse. C'était un progrès. Ce n'étaient pas des excuses complètes, car elles ne mentionnaient ni respect, ni manipulation, ni menace juridique, mais c'était un premier pas. Et qu'attends-tu de moi, Eliseo? Je n'attends rien. Maman, je voulais juste que tu saches que j'avais tort. Martina est restée silencieuse, mais j'ai vu dans ses yeux quelque chose qui aurait pu être de la compréhension. Peut-être avait-elle aussi compris que les mères n'étaient pas des ressources illimitées pour résoudre les problèmes des autres. Eliseo, je ne suis pas ton ennemi, je ne l'ai jamais été, mais je ne serai pas la femme qui dit oui à tout le monde sans qu'on me demande ce que j'en pense. Je comprends. Est-ce que tu comprends vraiment, ou est-ce que tu me dis juste ce que tu penses? Je veux entendre. Il réfléchit un instant avant de répondre. Cela m'a redonné espoir. Pour la première fois je réfléchissais vraiment à mes mots. Je crois que je comprends et je crois que j'ai peur d'admettre que ma mère a le droit de vivre sa propre vie, c'était sa déclaration.
Plus honnête que ce que j'ai entendu de lui depuis des années. Les enfants peuvent venir me rendre visite quand ils veulent, ils peuvent rester le week-end si vous avez besoin de temps pour vous, mais ils viennent en tant qu'invités bien-aimés, pas comme une obligation de ma part, vraiment, mais à une condition qu'ils me respectent comme il le ferait n'importe quelle autre personne qui les aide. Il hocha la tête avec une humilité que je ne lui avais pas vue depuis qu'il était enfant. Quand ils sont partis, je suis restée dans mon salon à regarder les photos que j'avais prises avec mes petits-enfants. Ils étaient de beaux innocents pleins de vie, ce n'était pas de leur faute les décisions de leurs parents, mais maintenant la relation allait être selon mes conditions. Je n'allais plus être la grand-mère qui disait qu'elle faisait tout par peur de perdre l'affection de ses petits-enfants, elle allait être la grand-mère qui les aimait assez pour leur apprendre que les femmes plus âgées mérite aussi le respect. Cette nuit, avant d'aller dormir, je me suis regardée dans le miroir de ma nouvelle chambre. J'ai vu une femme de 70 ans qui avait appris à s'estimer. J'ai vu Rosa Gomez complètement libre, maîtresse de ses décisions. Je me suis allongée dans mon lit sachant que le lendemain j'allais. Je me réveille dans ma maison avec mon emploi du temps, avec mes plans, avec ma vie. Enfin, après de nombreuses années, c'était moi qui décidais de qui prendre soin, et la première personne dont j'avais décidé de prendre soin était moi-même.